Bonjour à tous, je suis Pierre-Antoine Pioche, je suis praticien hospitalier et ancien chef de clinique de neuroréanimation au CHU de Clermont-Ferrand. Et je vais vous présenter plusieurs cours sur la neuroanatomie et la neurophysiologie. On commence aujourd'hui par le cours sur le système nerveux et ses généralités. Globalement, le système nerveux, comme vous le savez, il est constitué d'une partie qui est dite centrale et d'une partie qui est dite périphérique. Le système nerveux central est composé de plusieurs sous-parties que vous connaissez parfaitement, qui sont l'encéphale et la moelle spinale. L'encéphale est lui-même composé de plusieurs parties qui sont à la fois le cerveau avec les deux hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, globalement, le système nerveux central est composé pour partie de l'encéphale qui est constitué du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Le cervelet porte bien son nom de petit cerveau et en plus de la moelle spinale. Il existe une subdivision structurelle au sein du système nerveux central qui permet de voir à la fois une substance qui est appelée la substance grise et à la fois une substance qui est appelée la substance blanche. La substance grise correspond au corps cellulaire des neurones et la substance blanche correspond aux fibres myélinisées des axones ou d'ailleurs des fibres non myélinisées des axones qui connectent les neurones entre eux. Sur cette coupe frontale, on voit notamment la substance grise qui est principalement localisée au niveau du cortex cérébral, en périphérie du cerveau. Il y a également de la substance grise qui est située au niveau des noyaux gris centraux, dont nous reparlerons un peu plus tard, et au milieu de la substance blanche qui permet de connecter toutes ces structures. Ici, une nouvelle coupe frontale du cerveau avec des fibres blanches commissurales, comme ici le corps calleux qui se voit parfaitement. Vous avez la substance grise en périphérie et la substance blanche en profondeur qui permettent les connexions comme on l'a vu. Pour une redivision, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais voici la substance grise et voici la substance blanche. Plusieurs coupes du cerveau peuvent exister. On a vu la coupe frontale qui est présente ici avec la substance grise corticale et ici les noyaux gris centraux qui sont retrouvés en jaune ou orangé. Mais on a aussi des coupes horizontales qu'on va essayer de voir de plus en plus, essayer de se mettre les repères anatomiques dans la tête pour pouvoir les appréhender, notamment dans l'imagerie quand on en a besoin en réanimation neurologique. Ici, vous voyez donc la substance grise qui est corticale, qui va suivre les sillons et les circonvolutions cérébrales. Et vous avez la substance grise centrale au sein des différents noyaux gris centraux. Il ne faut pas se faire piéger sur ces coupes parce que certaines structures qui sont uniques peuvent être vues deux fois. C'est le cas par exemple du noyau codé qui, puisqu'il a une forme de C, quand on le coupe, on voit à la fois sa partie avant et sa partie arrière sur une coupe horizontale. Et sur une coupe frontale, on peut également voir la partie haute et la partie basse parfois du noyau codé. Quand on parle de substances grises, on parle de noyaux des corps cellulaires. C'est globalement les unités centrales de nos ordinateurs. C'est eux qui vont imposer l'ordre neurologique d'effectuer quelque chose. La substance blanche, quant à elle, correspond aux câbles qui vont relier l'effecteur. Et l'effecteur pour l'ordinateur, c'est par exemple l'imprimante. Donc, quand je demande à mon bras de bouger, la substance grise va demander l'ordre, va ordonner le fait de bouger. L'ordre va être cheminé via les axones jusqu'à l'imprimante qui est mon bras, et mon bras va réaliser le mouvement. Comme pour tout ordinateur, il faut apporter l'électricité à nos neurones, et l'électricité dans le corps humain, c'est la vascularisation cérébrale qui apporte les nutriments essentiels et l'oxygène pour le cerveau qui lui permettent de fonctionner de manière normale. Les neurones sont entourés de plusieurs couches appelées les méninges, qui sont des couches de protection. Pour rappel anatomique, ces méninges de la plus profonde jusqu'à la plus superficielle sont appelés la pie-mère. C'est la mère pieuse, celle qui est au contact même des circonvolutions. Vous voyez qu'elle épouse parfaitement le cortex cérébral, ici au niveau d'un sillon. Et donc, elle est au plus près des neurones. C'est la mère pieuse, celle qui est la plus proche de ses enfants. En dehors de la pie-mère, on a l'arachnoïde. L'arachnoïde va faire des petites trabéculations, cette petite toile d'araignée que vous voyez ici en vert, pour connecter la pie-mère.
Vous savez que c'est sous cet arachnoïde que cheminent les gros vaisseaux cérébraux, notamment les artères à destinée cérébrale, l'artère cérébrale moyenne, l'artère cérébrale antérieure, les artères cérébrales postérieures, les communicantes, etc. Et que donc, quand on a une rupture d'un anévrisme sur ces vaisseaux, on a un envahissement de sang dans les espaces qui sont sous l'arachnoïde, les espaces sous-arachnoïdiens, qui sont donc les lieux des hémorragies méningées. En dehors de l'arachnoïde, on a la dure mère, cette fois-ci une mère dure, plus lointaine de son enfant, qui est plus rigide, qui est presque une structure cartilagineuse et qui va être presque une pré-peau avant le crâne, qui va permettre la protection des structures. Entre l'arachnoïde et la dure mère cheminent principalement des veines cérébrales. C'est pour ça que certains hématomes dits sous-duraux sont liés à des ruptures veineuses. Ensuite, nous avons l'os avec le crâne qui protège le cerveau si on parle de l'encéphale et la peau qui protège l'os. Une des particularités du système nerveux central, c'est l'existence de liquide qui chemine en son sein, qui est le liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal, il est composé d'un volume qui est différent en extracérébral et en intracérébral. Il y a un volume liquidien qui est dit externe, qui correspond à peu près à 180 millilitres, soit 18 centilitres. 18 centilitres, c'est un petit verre de vin ou un verre de vin. Et 20 millilitres sont constitués dans les espaces liquidiens internes, et notamment les ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Vous voyez que 20 centilitres, ça représente à peu près 20 millilitres, pardon, ça représente 2 centilitres, donc c'est extrêmement faible en volume. Le liquide cérébrospinal, il est créé dans les toits de tous les ventricules. Donc les ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule, dans leur toit, il va y avoir des créations dans les plexus choroïdes de liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal chemine ensuite vers le bas, ici dans les ventricules latéraux, pour rejoindre le troisième ventricule, puis l'aqueduc, qu'on reverra un peu plus tard, et le quatrième ventricule, avant de sortir pour rejoindre les espaces liquidiens externes. Il chemine tout autour de la moelle spinale et de l'encéphale et enfin réabsorbé au niveau des granulations arachnoïdiennes dans les veines cérébrales au niveau de la cime du cerveau. Et donc, le circuit est bien d'interne en externe et finalement presque de bas en haut. Quand vous avez une hémorragie méningée, il y a une montée de pression dans les espaces sous-arachnoïdiens. Par exemple, ici, si on parle d'espace sous-arachnoïdien périphérique. Et cette montée de pression va faire cheminer le sang de manière rétrograde. Et de manière rétrograde, le sang va envahir le quatrième ventricule, l'aqueduc et les ventricules latéraux. Parfois, certaines hémorragies peuvent avoir lieu directement en intraventriculaire et déposer du sang dans les ventricules latéraux. Le système nerveux périphérique, quant à lui, il est composé de 8 nerfs cervicaux, 12 nerfs thoraciques, 5 nerfs lombaires et 5 nerfs sacrés et un nerf coccygien. Ce système nerveux périphérique, c'est globalement la connectique qui est entre la moelle spinale et les muscles, et on verra la subdivision de ces nerfs, savoir s'ils ont une importance. Vous savez que pour les nerfs cervicaux, donc le nerf C1 sort au-dessus de la vertèbre C1. Par contre, il existe un nerf C8 qui n'est pas associé à une vertèbre. Donc, le nerf cervical numéro 1 sort au-dessus de C1, le 2 sort au-dessus de C2, mais il y a un C8 qui sort en dessous de la vertèbre cervicale C7. Et donc, à partir de l'étage thoracique, le nerf T1, il sort en dessous de la vertèbre qui lui correspond, T1. Il existe 12 paires de nerfs crâniens qui sont affiliés au système nerveux périphérique, mais qui sont globalement des dérivations du télencéphale, du diencéphale ou du tronc cérébral et qui ne peuvent pas toujours être associés parfaitement au système nerveux périphérique. Dans le système nerveux, il existe un système nerveux autonome divisé en 2 sous-parties, un système qui est dit sympathique et un système qui est dit parasympathique. Le système sympathique, c'est un système autonome qui est donc opposé à la vie de relation. C'est un système qui se régule tout seul. Parfois, on peut avoir conscience des régulations qui ont lieu dessus, mais on ne peut pas le réguler le plus souvent. Et donc,
Ce système nerveux autonome chez l'humain, il est divisé en deux sous-parties, et notamment le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui permet de s'enfuir en cas de danger. C'est dans ce sens-là qu'il est sympathique. Si on regarde le schéma associé de système nerveux sympathique, vous voyez que le principal contingent, il est situé dans la moelle spinale entre la vertèbre T1 et la vertèbre lombaire L3. Tout le système nerveux sympathique du corps dépend donc de ganglions qui sont dépendants de cette partie de la moelle spinale. Quand on a un système nerveux sympathique qui fonctionne face à un danger, on va tout faire pour échapper à ce danger. On va donc essayer de capter le plus de lumière possible avec une mydriase qui a lieu. Les glandes salivaires et toutes les glandes en général n'ont alors plus aucun intérêt pour la survie et sont mises au repos. Le rythme cardiaque s'accélère et la dilatation bronchique a lieu pour nous permettre de nous enfuir en courant. Le système digestif est mis au repos. On a une constipation, en tout cas une absence de volonté d'aller uriner ou d'aller à la selle. Et par contre, la régulation sur les organes génitaux est un peu différente puisque le système nerveux sympathique, il aide aussi à la reproduction en cas d'urgence, donc il favorise la reproduction. Au contraire du système nerveux sympathique, on a un système nerveux qui est appelé parasympathique et qui, lui, est plutôt un système de repos. Les contingents de ce système nerveux parasympathique, ils ne sont pas les mêmes que ceux du système nerveux sympathique. Vous voyez que dans le système nerveux sympathique, on vient de voir que les contingents dépendent de la moelle spinale entre la moelle thoracique et lombaire, alors que dans le système nerveux parasympathique, il y a un contingent du tronc cérébral qui gère quasiment l'ensemble du corps via notamment le nerf vague. Donc, il va y avoir un myosis quand le système nerveux parasympathique est stimulé parce que l'idée, c'est qu'on est au repos, on peut lire. Moi, je dis souvent que c'est l'image de quelqu'un qui est chez lui en train de lire sur un sofa. Il y a une activation de son système nerveux parasympathique. Les glandes peuvent alors exercer leur rôle. Le cœur est mis au repos avec un ralentissement de la fréquence cardiaque. Les bronches sont plutôt constrictées puisqu'elles ne nécessitent pas une ventilation extrême. Le tube digestif est à son maximum, c'est le temps de la digestion, le temps d'aller à la selle, des urines, etc. Et il y a un contingent lombosacré ou sacré qui gère les organes pelviens. Vous voyez donc que selon l'endroit où ont lieu les contingents du système nerveux autonome, ben ça va avoir un impact dans notre pratique clinique. Quand vous avez une tétraplégie, quand vous avez un traumatisme médulaire plutôt, vous allez avoir une atteinte différente en niveau selon le niveau du traumatisme. En fonction du niveau atteint, on pourra avoir une atteinte du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique, ou que l'un ou que l'autre. Et donc, ça va avoir un impact dans la clinique de nos patients qu'on reverra principalement dans la partie sur la moelle spinale. Dans ces généralités qui concernent le premier cours, je vous propose de rapides rappels sur les cellules du système nerveux, en commençant bien évidemment par le neurone. Le neurone est la cellule principale du système nerveux. Il est composé d'un corps cellulaire, encore appelé le soma, S-O-M-A. Il y a ensuite un cône d'émergence qui va donner naissance à un axone et à des ramifications synaptiques. Les dendrites sont des petits cheveux qui vont permettre de ramener l'information au corps neuronal qui provient d'une autre synapse, d'un autre neurone. Donc ici, on parle d'axone pour le câble qui amène l'information jusqu'à un neurone voisin. Certains axones sont myélinisés, soit par les oligodendrocytes si on parle du système nerveux central, soit par la cellule de Schwann si on parle du système nerveux périphérique. La gaine de myéline, c'est globalement un isolant qui évite les fuites d'ions au niveau de la membrane et donc qui permettent au potentiel d'action, qui est une espèce de courant électrique qui se propage le long de l'axone, de se propager sans perte d'information, sans perte d'amplitude, à une vitesse importante. La gaine de myéline, elle concerne certains types d'axones, certains types de neurones. On le reverra un peu plus tard. Les dendrites sont ces fameux cheveux qui permettent de ramener l'information au corps cellulaire neuronal.
Et la synapse, c'est le but de communication entre deux neurones. C'est l'interface qui va permettre de passer d'un réseau électrique à une transmission de neuromédiateurs qui sont des éléments chimiques qui vont passer à un nouveau neurone et transmettre le message qu'a voulu apporter ce neurone-là. Ici, on a donc le corps cellulaire qui est une cellule eucaryote normale avec un noyau, un réticulum endoplasmique, des mitochondries, un appareil de Golgi, etc. Le neurone, c'est l'unité fonctionnelle de l'encéphale, du cerveau. On en a environ 100 milliards et tout le fonctionnement du système nerveux repose sur ce neurone. Il y a plusieurs neuromédiateurs qui peuvent être utilisés par les axones. On a la sérotonine, la noradrénaline, l'acétylcholine, etc. Les neurones, pour la plupart des cas, ils ne se divisent pas. À l'âge adulte, il n'y a plus de division neuronale, donc il n'y a plus de création neuronale. Ce n'est pas exactement vrai puisque certaines régions amygdaliennes sont encore susceptibles de se diviser, y compris à l'âge adulte, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. La gaine de myéline, du coup, elle protège l'axone, comme on l'a dit, et elle permet d'éviter les fuites membranaires d'ions positifs, de cations. Et donc, elle va permettre au potentiel d'action de se propager sans fuite membranaire. C'est vraiment comme un tuyau d'eau qui est isolé. Et donc, s'il y avait des petits trous dans ce tuyau d'eau, il y aurait des fuites d'eau et à la fin, on aurait moins d'eau. Puisqu'on a isolé avec une gaine, il n'y a pas de fuite d'eau. Et donc, à la fin, au bout de notre tuyau, on a exactement la même quantité d'eau que ce qu'on a apporté au début. Il y a d'autres cellules du système nerveux, notamment les oligodendrocytes, dont on a évoqué le nom il y a quelques minutes. Ces oligodendrocytes participent dans le système nerveux central à la formation de la gaine de myéline autour de l'axone. Un seul oligodendrocyte participe à des dizaines de gaines de myéline. Si par hasard, il n'y a pas de myéline, eh ben, on va avoir des troubles de la communication neuronale. Et il existe beaucoup de neurones qui ne sont pas myélinisés dans leurs axones, et c'est le cas notamment du corps calleux, qui est une commissure de fibres blanches, et c'est le cas de la plupart des trajets finalement courts. Quand on veut connecter deux neurones qui sont proches, eh ben, on prend le risque de ne pas les isoler, parce que l'isolation prend énormément d'énergie, mais vu que le trajet est court, on considère qu'il y a très peu de perte d'informations, puisqu'il va y avoir très peu de fuites membranaires. Donc, le corps calleux, qui est un faisceau court, il n'est quasiment pas myélinisé. Par contre, le faisceau pyramidal, qui est un faisceau extrêmement long, lui, va être myélinisé. La microglie, elle, participe aux défenses de l'organisme. C'est l'équivalent de ce qui va phagocyter les corps étrangers lors des réactions inflammatoires. Et c'est celles qui vont synthétiser les cytokines pro-inflammatoires dans le système nerveux. Elles permettent le recrutement donc d'autres types cellulaires qui vont permettre d'agir à distance sur une lésion, par exemple une encéphalite, une méningite ou un traumatisme crânien qui peuvent engendrer de l'inflammation. Les astrocytes, eux, ils participent à la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'ils vont constituer physiquement la barrière qui existe entre le sang et le cerveau. Vous savez qu'il existe une interface double, donc le capillaire sanguin, la barrière hémato-encéphalique, puis l'épithélium cérébral. C'est donc une barrière infranchissable qui permet d'éviter les communications directes entre le sang et le cerveau et elle limite donc le passage des éléments infectieux, des corps étrangers vers le cerveau. Elle permet aussi de réguler le milieu intérieur neuronal et notamment de maintenir l'équilibre ionique des neurones. Elle participe aussi à la propagation du potentiel d'action dans ce sens-là. Il y a d'autres cellules qui sont les épendymocytes qui, eux, vont composer l'épithélium qui borde les différentes cavités liquidiennes, donc les cavités liquidiennes internes, notamment les ventricules, mais aussi les canaux, et notamment le canal épendymère qui est au milieu du canal central de la moelle spinale et qui va permettre de faire circuler le liquide cérébrospinal, le LCR ou le LCS. Donc, les épendymocytes sont au contact du LCS comme l'épithélium du sang est au contact du sang. Il va permettre de faire une barrière étanche pour éviter les fuites de LCS vers le parenchyme. Et ces épendymocytes, ils sont mis à défaut notamment dans l'hydrocéphalie puisque les barrières sont écartées, dilatées par l'hydrocéphalie et le LCS va pouvoir fuiter au travers des jonctions des épendymocytes. Ils ont une activité d'échange entre les cavités internes et le parenchyme sous-jacent, et donc ils peuvent échanger des ions, des nutri-éléments, etc.
Enfin, pour finir sur ce premier cours sur les généralités sur le système nerveux, je souhaitais vous reparler de la synapse. La synapse, dans la forme la plus classique qu'on connaisse, elle est composée d'un neurone excitateur qui va essayer de passer un message à la membrane postsynaptique. Et il y a une régulation via un neurone inhibiteur. Donc ici, un neurone inhibiteur, ici, un neurone excitateur, et ici, la membrane postsynaptique censée recevoir le message. Il y a différents types de neuromédiateurs, mais ici, j'ai choisi une synapse glutamatergique en rouge, où le glutamate est le neuromédiateur chimique qui va permettre de faire passer le message à la membrane postsynaptique. Les neurones inhibiteurs, eux, utilisent le GABA pour inhiber l'excitation du neurone excitateur. Différents canaux sont présents à la surface de la synapse, notamment des canaux potassiques, voltage dépendants, des canaux calciques, des canaux sodiques, mais également des canaux GABA récepteurs. Les canaux GABA récepteurs vont permettre de faire passer le GABA depuis le neurone inhibiteur jusqu'au neurone excitateur. Et il y a des canaux glutamatergiques, comme le cas des canaux NMDA récepteurs, les récepteurs, les AMPA récepteurs qui, eux, servent à faire passer le glutamate depuis le neurone excitateur jusqu'à la membrane postsynaptique. Globalement, quand le potentiel d'action arrive et que le seuil est dépassé, il va y avoir une libération de neuromédiateurs, ici du glutamate, dans la fente synaptique, qui vont passer dans la membrane postsynaptique grâce au NMDA récepteur et engendrer une dépolarisation du neurone postsynaptique avec l'entrée massive de différents ions qui va engendrer la création d'un nouveau potentiel d'action, ou en tout cas, si c'est une dendrite qui va vers un corps cellulaire, d'un nouveau potentiel décrémentiel, peu importe le nom, en tout cas d'une information électrique qui va arriver jusqu'au neurone suivant. Le neurone inhibiteur, lui, il a pour rôle de diminuer cette sécrétion de neuromédiateurs excitateurs. Et donc, le neurone inhibiteur va engendrer une sécrétion de GABA qui vont passer via les GABA récepteurs dans le neurone excitateur pour limiter la libération de glutamate. Vous avez compris, je vous parle de la synapse parce que ces différents canaux sont les cibles de différents traitements en anesthésie-réanimation. Les anti-NMDA récepteurs en anesthésie, c'est la kétamine. Et en maladie, c'est une maladie auto-immune avec des anticorps anti-NMDA récepteurs. L'action en anesthésie, elle peut aussi jouer sur les GABA récepteurs. C'est le cas du propofol et d'une partie des gaz d'anesthésie qui jouent sur les GABA récepteurs et qui donc vont surstimuler les GABA récepteurs pour engendrer une inhibition majeure du neurone excitateur et donc empêcher le passage via la fente synaptique. Vous l'aurez compris, ces rappels sur le système nerveux central, c'était pour vous refaire un point sur le fait que le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle spinale, qu'il y a également un système nerveux périphérique composé des nerfs périphériques. Il y a un système nerveux qui est dit autonome avec une composante sympathique qui permet d'échapper à un danger et une composante parasympathique qui permet la vie viscérale de nos différents organes et que les contingents de ces différents systèmes nerveux autonomes ne sont pas situés au même endroit. Pour le système nerveux sympathique, plutôt la moelle spinale au niveau thoracolombaire. Pour le système nerveux parasympathique, plutôt un contingent du tronc cérébral et un contingent sacré. On a revu les différentes cellules du système nerveux central avec le neurone principalement, les oligodendrocytes, la microglie, les astrocytes et les épendymocytes, au moins pour que vous ayez de nouveau une petite information sur ces différentes cellules. Et enfin, nous avons vu la synapse avec un neurone excitateur qui cherche à transférer ses neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, le plus souvent, sont accueillis via des récepteurs de type NMDA ou AMPA, si on parle du glutamate, et un neurone inhibiteur qui, via le GABA récepteur, va sécréter du GABA pour limiter la propagation de l'information. On se retrouve la prochaine fois dans un nouveau topo sur la moelle spinale.